Et je voulais poser la question à M. le sénateur s'il a pris connaissance que la Cochinchine, c'est cambodgien, autant cambodgien, et l'en-sous-autant s'il y a une relation avec la fédération Khmer Khamjékrom. Voilà. Et là,មានសំណួរពីរដែលសួរទៅលោកចតុលានទៅអន្តរេគាត់អត់បាននៅខ្ញុំហើយនឹងម៉ាទីអូបានឆ្លើយជំនួសប៉ុន្តែសូមឲ្យអន្តរេឆ្លើយខ្លួនឯងផ្ទាល់សំណួរទី1ថាបើមានការបង្ហូរឈាមនៅស្រុកខ្មែរតើពេលនោះអង្គការសហជីវជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិអាចនឹងប្រតិកម្មចូលមកមើលខុសត្រូវនៅប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល់នេះដើម្បីបញ្ឈប់កុំឲ្យមានការបង្ហូរឈាមជាងនេះហើយទី2សំណួរមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹងករណីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអង្គរេគាត់យល់ដឹងករណីនេះពីព្រោះគាត់បានទទួលសហព័ន្ធកម្ពុជាក្រោមគាត់បានផ្ដល់ជាយោបល់គាត់បានធ្វើអន្តរកម្មយ៉ាងម៉េចសូមឲ្យអង្គរេគាត់បញ្ជាក់ខ្លួនគាត់ Merci. Peut-être je vais commencer par le deuxième point. Effectivement, ça fait déjà plusieurs années, avec le Parti radical que je suis, la situation des Khmer Krom au sud du Vietnam. Il n'y a pas plus tard que 4 semaines, j'ai rencontré l'actuel président et l'ancien président de France et des États-Unis au Sénat, pour que nous continuions à discuter, qui m'explique la situation effectivement assez inquiétante de cette communauté cambodgienne, Khmer, dans le sud, et notamment m'expliquer comment l'aide internationale est largement détournée par le gouvernement vietnamien, puisque il y a un certain nombre d'aides, par exemple, qui sont données pour l'éducation des Khmer Krom, pour construire des écoles. Mais simplement, la population Khmer Krom, qui est à peu près 10% de la population vietnamienne globale, du territoire du Vietnam, les autorités vietnamiennes l'estiment dans ces statistiques à 1,5%. Donc quand il y a 20 millions, de l'argent est donné pour construire 20 écoles, le gouvernement en construit 2 et garde l'argent pour le reste de la population vietnamienne. On a aussi beaucoup parlé de la situation dramatique des Khmer qui cultivent le riz dans le détroit, avec l'utilisation massive qui est faite en amont de produits chimiques, le fait que de plus en plus de paysans Khmer Krom, et parfois en famille complète, perdent la vue à cause de ces produits chimiques, ou sont atteints de cancer, où ils se retrouvent d'ailleurs à devoir vendre leurs terres pour aller en ville, pour essayer de faire soigner leurs enfants, leurs femmes, leurs maris ou leurs grands-parents. Et il y a une paupérisation qui est extrêmement inquiétante. Et donc effectivement, c'est une communauté avec Matteo qu'on connaît bien, qu'avec Marco Panel, quand on a fait des meetings à Paris ou autres, il y avait toujours les représentants Khmer Krom qui étaient là, de Kampuchea. Et pour moi, tout ça est un seul peuple avec vous-même. Après, nous savons que les frontières, c'est quelque chose qu'on ne bouge pas. Mais on peut, en démocratie, en intelligence, grâce à un fonctionnement de respect des libertés des minorités et avec des logiques fédéralistes, on peut cohabiter dans des frontières qui ne sont pas nécessairement les nôtres et en intelligence. Mais si nous n'avons pas ce régime démocratique, si nous n'avons pas ce respect des minorités, des droits, de la possibilité de s'organiser sur un territoire avec ses spécificités grâce au fédéralisme, si nous n'avons pas ça, effectivement, c'est une situation absolument dramatique, parce que j'ai bien conscience qu'il y a pratiquement aujourd'hui, je ne pense pas me tromper, plus de Cambodgiens en dehors du Cambodge qu'il y en a à l'intérieur du territoire. Vous êtes une diaspora, c'est terrible, et en même temps, c'est ce qui fait votre richesse, c'est votre diversité, de tout ce que vous nous apportez, et de ce que vous pouvez prendre. Donc ce combat, il ne s'arrête pas pour moi, le combat pour les droits des Cambodgiens aujourd'hui, il ne s'arrête pas aux limites des frontières physiques de l'État du Royaume du Cambodge,
mais il est aussi pour l'ensemble de la communauté des Cambodgiens, ou en tous les cas des Khmers, qu'ils soient Krom ou Bafra. Sur la première question, c'est naturellement la plus délicate parce que vous savez comment la diplomatie réagit toujours selon une échelle du drame et je dirais de l'aurore. Je pense que s'il y avait une répression sanglante, il y aurait des protestations, il y aurait naturellement une résolution de l'ONU. Je ne suis pas sûr que la Chine et ou la Russie n'opposent pas leur veto. Pour autant, déjà déposer une résolution dit beaucoup de choses et rien n'empêche des pays occidentaux, je dirais sinon d'intervenir physiquement, mais de prendre des mesures, des décisions. Le Cambodge officiellement est membre de l'ASEAN, même s'il fait comme s'il ne l'était pas. Quand il soutient les volontés hégémoniques de la Chine en mer de Chine méridionale, on ne peut pas dire qu'il soit dans l'esprit de l'ASEAN. Il ne respecte pas les souverainetés, mais pour autant, il est membre de l'ASEAN. Et c'est ce qui fait qu'il a encore une existence économique et commerciale pour ses exportations de textiles, pour ses exportations de cuir, pour ses exportations de riz. Et donc, il y aurait des sanctions. Après, en cas d'intervention, moi je suis incapable de dire la capacité des Nations Unies à prendre des mesures. Il y a tristement, on va dire heureusement, mais malheureusement tristement, le souvenir quand même de cette horrible, abominable période qui a été le génocide perpétré par les Khmers rouges. Je pense que si des événements, espérons d'une ampleur pas aussi grave, mais des événements de répression violente provoquant des décès et une répression venaient à se produire demain, je ne vois pas quand même comment la communauté internationale ne pourrait pas avoir en mémoire ce qui s'est passé il y a 40 ans ou 35 ans. Ça, je pense que c'est incontournable. Mais je ne suis pas les Nations Unies, malheureusement. Je pense que cette organisation, par sa forme même, son conseil permanent de sécurité, a des systèmes de blocage. Je pense que l'attitude de la Russie et de la Chine bloquera longtemps. Pour autant, nous avons été en mesure, dans d'autres cas, d'intervenir sans nécessairement la bienveillance ou le salut absolu du Conseil de sécurité. Donc, tout ce que j'espère, c'est qu'on n'ait pas à recourir à cela. Je pense qu'il va falloir effectivement la stratégie proposée tout à l'heure par Sam Rainsy, de dire il faut avoir l'intelligence de manifester, mais aussi de créer des divisions dans l'opposition. Parce que tout le monde, moi je vois déjà, non, pour moi oui, c'est le contraire, le parti au pouvoir. Pour moi, tu vois, c'est déjà l'opposition. Donc j'ai un peu anticipé ton discours, créer des divisions dans ce parti au pouvoir, je crois que c'est possible. Parce que tout le processus des accords de Paris de 1991 était d'une certaine manière d'effacer l'ardoise sur une partie des dirigeants Khmer rouges au nom de la réconciliation. Si le processus de réconciliation s'arrête, il n'y a plus d'impunité à donner aux pires d'entre eux. Peut-être certains ont changé leur esprit, ont été pris dans une machine. Les machines totalitaires, il y a des chefs, et puis il y a des gens qui ont moins de capacité de résistance qui sont entraînés à l'intérieur. Mais si ceux qui ont été entraînés, on peut aujourd'hui les dissocier de l'aventurisme conduit par Hun Sen, c'est aussi un des moyens par lequel on a possibilité, j'espère, de recouvrer la démocratie au Cambodge. Mais je ne suis pas un spécialiste. Je pense que Rainsy est plus à même que moi de répondre, y compris, je ne sais pas ce que tu penses sur la situation de l'ONU, mais j'ai toujours peur que ce soit très long au niveau de l'ONU. Je pense que les États-Unis ont pris une position ferme ces derniers jours, que le côté qui nous inquiète beaucoup en tant qu'occidentaux, le caractère dit incontrôlable de M. Donald Trump, peut peut-être être bénéfique.
Parce que, quelque part, si c'est dans le bon sens, s'il est capable de rompre parfois les codes de la bienséance diplomatique, où chacun ferme les yeux sur ce que fait l'autre, en tous les cas sa capacité à parler fort, alors ça ne marche pas nécessairement vis-à-vis de la Corée du Nord, mais je pense que par rapport à Hun Sen, il a des arguments beaucoup plus forts qui pourraient conduire au fait que si ce n'est pas le mouvement démocratique qui le fait partir, c'est peut-être à l'intérieur même du système qu'on va lui demander de partir et qu'on va le pousser vers la sortie. Voilà, je ne peux pas aller au-delà.